En 1764, un cartographe militaire autrichien nommé Joseph von Reilly publia une carte méticuleusement détaillée de l'Eurasie. Elle montrait des villes, des fleuves, des chaînes de montagnes et un vaste territoire étiqueté Grande Tartarie, s'étendant de la mer Caspienne à l'océan Pacifique. Ce n'était pas un cas isolé. Pendant plus de 2 siècles, des cartes de Paris, Londres, Moscou et même des premiers atlas américains ont toutes dépeint le même super-État mystérieux, la Tartarie. Et puis, elle a disparu. Au milieu des années 1800, le nom n'existait plus. Retiré des textes académiques, effacé des encyclopédies, supprimé des livres d'histoire, comme s'il n'avait jamais existé du tout. La disparition d'une entité géopolitique entière n'est pas une chose qui passe généralement inaperçue. Et pourtant, la Tartarie a glissé silencieusement dans le néant. Aujourd'hui, il n'en reste que des fragments, estompés au fil des pages d'atlas oubliés, gravés dans de vieilles structures en pierre, cachés au plus profond d'archives scellées de bibliothèques impériales. Aucun historien traditionnel ne l'enseigne. Aucune université ne la reconnaît. Ce qui mène à une question bien plus troublante. Non pas si la Tartarie a existé, mais pourquoi elle a été effacée si complètement? Parce que si un empire de cette taille a pu s'évanouir sans laisser de traces, alors la Tartarie n'est pas la seule. Et cela commence par une civilisation qui s'étendait autrefois sur presque toute l'Eurasie, un nom qui apparaissait sur chaque carte, et qui a ensuite été délibérément retiré de l'histoire. Top 1. L'Empire oublié de Tartarie. Le territoire présumé de la Tartarie était colossal. Il s'étendait sur près de 6400 km à travers ce qui est aujourd'hui la Russie, la Mongolie, le Kazakhstan et des parties de la Chine. Certaines cartes des années 1700 l'étiquetaient même comme Tartarie indépendante, suggérant qu'il ne s'agissait pas seulement d'une région, mais d'une entité souveraine, séparée du contrôle impérial russe. Plusieurs villes étaient marquées comme capitales tartares, mais leurs noms n'apparaissent dans aucune lignée linguistique slave, turque ou chinoise connue. Elles ne se rattachent à aucune culture existante. Elles sonnent étrangères, comme si elles appartenaient à quelque chose d'entièrement différent. Et puis, il y a l'architecture. Dispersées à travers l'Europe de l'Est et l'Asie centrale, se trouvent des structures massives, des salles de pierre, des forteresses en forme d'étoiles et des tours aux dômes en oignon, construites avec des techniques qui ne correspondent pas à la chronologie officielle du développement dans ces régions. Beaucoup de ces bâtiments affichent une maçonnerie avancée, une symétrie parfaite et un alignement précis avec les corps astronomiques. Certains chercheurs soutiennent que ces structures n'ont pas été construites par les nations qui occupent ces terres aujourd'hui, mais sont les vestiges d'une civilisation perdue. Une civilisation qui comprenait l'acoustique, la résonance et la géométrie à un niveau bien au-delà de ce qui est officiellement reconnu. Mais la partie la plus troublante n'est pas l'existence de la Tartarie, c'est la façon dont elle a disparu. Au milieu du XIXe siècle, alors que l'Empire russe s'étendait en Asie centrale, le nom de Tartarie a commencé à s'évanouir des cartes. Les manuels publiés à Moscou et Saint-Pétersbourg dans les années 1860 n'en faisaient aucune mention. En 1875, la Société royale de géographie britannique a officiellement qualifié la Tartarie de désignation mythique, tout en reconnaissant qu'elle était apparue de manière constante dans la documentation antérieure. Les cartes ont été réimprimées, réétiquetées ou discrètement retirées. Même aux États-Unis, les atlas scolaires qui listaient autrefois la Tartarie comme une terre voisine ont soudainement effacé le terme. Les enregistrements photographiques des villes tartares ont été reclassés. Les monuments de pierre ont été réattribués à des empires ultérieurs, sans registre de construction. Aucun plan, aucune explication. Des archives entières de dessins architecturaux des XVIIe et XVIIIe siècles
ont été enfermés dans des chambres fortes scellées. Ce qui reste n'est pas une absence, mais une suppression. Parce que si la Tartarie existait autrement que comme une erreur cartographique, alors elle représenterait une civilisation hautement organisée, qui dominait autrefois une grande partie de l'Eurasie. Une civilisation dotée d'une sophistication technologique et culturelle qui aurait pu rivaliser avec, ou même surpasser, ses voisins. Et si cette civilisation a été effacée si complètement, alors la question n'est plus historique, c'est une question de contrôle. Qui avait le pouvoir de supprimer un empire de la mémoire du monde? Et pourquoi? Top 2. Les ruines englouties du lac Fuxian. Si un empire entier a pu être effacé des cartes et de la mémoire, que se passe-t-il lorsqu'une civilisation n'est pas effacée, mais enterrée? En 2001, alors qu'ils sondaient le fond du lac Fuxian dans la province du Yunnan, en Chine, une équipe de plongeurs de l'Institut chinois d'exploration sous-marine a fait une découverte défiant toute explication. À une profondeur de plus de 30 mètres, sous des couches de limon d'eau douce, ils ont trouvé des structures massives en pierre, disposées en grilles, des marches, des plateformes, des murs s'étendant sur des centaines de mètres. Il ne s'agissait pas d'une formation naturelle. Cela ressemblait à une ville submergée depuis des milliers d'années et jamais enregistrée dans l'histoire. Couvrant plus de 3 km², les ruines montraient des signes clairs de conception intentionnelle. Au centre se dressait une structure de près de 12 mètres de haut, avec un sommet plat et des côtés inclinés symétriques, ressemblant à une pyramide à degrés. Les pierres utilisées étaient énormes. Certaines mesuraient jusqu'à 4,5 mètres de long, pesant plusieurs tonnes, assemblées avec précision, sans mortier visible. Les plongeurs ont signalé des gravures complexes sur certaines dalles, des symboles qui n'ont jamais été répertoriés dans l'archéologie chinoise. Certains semblaient s'aligner avec des corps célestes. D'autres semblaient purement ornementaux, suggérant un but culturel ou cérémoniel. Dater le site s'est avéré difficile. La datation au carbone ne pouvait pas être appliquée directement à la pierre. Mais l'analyse des sédiments suggérait que la ville était submergée depuis plus de 1800 ans, bien avant tout développement urbain avancé connu dans la région. L'architecture ne correspondait à aucune dynastie chinoise. Elle ne ressemblait pas au royaume de Diane. Elle ne ressemblait à rien. Ce qui soulève une question plus profonde. Qui l'a construite? Et pourquoi n'y en a-t-il aucune trace? Au début, la découverte a été rapportée dans les médias d'État avec un enthousiasme prudent. Elle n'a pas été appelée l'Atlantide de la Chine. Mais la couverture n'a pas duré. L'accès au site a été restreint. L'entrée a été refusée aux chercheurs étrangers. Un documentaire produit par la télévision provinciale du Yunnan n'a jamais été diffusé au-delà de la région. Et lorsqu'on demandait des nouvelles, l'Institut refusait tout commentaire. Les chercheurs qui avaient visité le site ont été réaffectés. Un article académique privé suggérant que les ruines pourraient avoir plus de 5000 ans, plus anciennes que les pyramides égyptiennes, a été discrètement retiré de l'accès public. Aucune image détaillée des gravures n'a jamais été publiée. L'existence des ruines n'est pas niée, mais leur nature est simplement qualifiée de indéterminée. Ce qui rend le lac Fuxian encore plus troublant, c'est le silence qui l'entoure. Il n'y a pas de mythe, aucune légende, aucun registre historique décrivant une ville à cet endroit. La dynastie Han documentait tout. Et pourtant, il n'y a rien. Aucune mention d'une métropole au bord du lac. Aucune trace d'une civilisation de cette ampleur. Comme si elle n'avait jamais existé ou n'avait jamais été destinée à être remémorée. Même aujourd'hui, les scans satellites montrent de faibles motifs géométriques sous l'eau. Mais l'excavation est interdite. Le site reste intact, inexploré. Si les structures sous le lac Fuxian appartiennent vraiment à une civilisation perdue, alors un chapitre entier de l'histoire
a non seulement été enterrée par les eaux, mais peut-être enterrée à dessein. Top 3. La cité cachée de Nan Madol. Si certaines civilisations ont été enterrées sous les eaux, d'autres ont été construites directement dessus. En 1928, l'ethnologue français Paul Hambruck arriva sur l'île isolée de Pohnpei, en Micronésie, suite à des rapports faisant état d'une ancienne cité s'élevant de l'océan. Ce qu'il a trouvé défiait la logique. Au large de la côte sud-est, un vaste réseau de structures en pierre se dressait au-dessus d'eaux peu profondes. Un labyrinthe de canaux, des îlots artificiels, des murs massifs. C'était Nan Madol, une ville bâtie sur la mer. S'étendant sur près de 4 km², le complexe se compose de 92 îlots artificiels, tous reliés par d'étroites voies navigables. Mais ce qui la rend extraordinaire n'est pas seulement sa disposition, c'est la façon dont elle a été construite. La ville entière est construite à partir de colonnes de basalte prismatique. Plus de 113 millions de kilogrammes de pierre. Certains blocs pèsent plus de 10 tonnes, chacun taillé et empilé avec précision, formant des murs de plus de 7,5 mètres de haut. Et pourtant, il n'y a pas de carrière sur l'île capable de produire ce matériau. La source la plus proche se trouve à plus de 40 km, à travers une jungle dense et un terrain volcanique. Il n'y a pas de route, aucun outil, aucun document expliquant comment les pierres ont été transportées. Les légendes locales parlent de pierres volantes, des blocs qui auraient été soulevés par des forces inconnues sous la direction de dirigeants lointains. L'archéologie traditionnelle rejette cela, mais n'offre aucune explication alternative. Même les ingénieurs modernes admettent que construire une ville comme celle-ci sur un récif de corail serait un défi colossal, même avec la technologie d'aujourd'hui. Les bâtisseurs sont tout aussi mystérieux. Selon la tradition orale, la ville a été créée par la dynastie Sceaux de l'Eure, un groupe de dirigeants apparu soudainement vers le XIIe siècle et disparu tout aussi soudainement au XVIe. Ils n'ont laissé aucun langage écrit, aucun outil, aucun reste humain, seulement la ville. Certaines parties de Nan Madol gisent aujourd'hui submergées par la montée du niveau de la mer. Ces sections plus profondes restent inexplorées. Les marées fortes et les tabous locaux ont empêché toute excavation durable. Les tentatives d'étude du site ont rencontré des obstacles répétés, des pannes d'équipement, des tempêtes soudaines, des maladies inexpliquées parmi les chercheurs. Les habitants refusent de rester près de la ville après le coucher du soleil. Ils disent qu'elle est maudite. Même le nom Nan Madol signifie « espace entre », une expression qui suggère quelque chose d'intermédiaire, pas tout à fait de la terre, pas tout à fait de l'eau, mais autre chose. Dans les années 1970, les efforts de recherche conjoints entre des équipes japonaises et américaines ont été brutalement interrompus. Les permis ont été révoqués sans explication. Bien que l'UNESCO ait classé le site au patrimoine mondial, ses origines restent officiellement inconnues. Les scans satellites révèlent des structures s'étendant sous la surface, indiquant que ce que nous voyons aujourd'hui n'est peut-être qu'une fraction de ce qui existait autrefois. Si Nan Madol représente vraiment une civilisation perdue, alors elle remet en question tout ce que nous comprenons des capacités humaines anciennes, une culture capable de transporter des masses de pierre sur des distances impossibles et de bâtir une ville entière sur l'océan, puis disparaître, sans laisser de traces, sans laisser de récit, sans laisser d'explication. Ce qui soulève une question qui reste toujours sans réponse. S'ils ont pu construire quelque chose comme ça, qu'ont-ils construit d'autres, que nous n'avons pas encore trouvé? Top 4. Le royaume perdu du bar. Si une ville a pu être construite sur l'océan et disparaître sans laisser de traces. D'autres n'ont pas été perdus par les eaux, mais avalés par la terre elle-même. En 1992,
un satellite de la NASA équipé d'un radar à pénétration de sol a détecté quelque chose d'inhabituel sous les sables du désert d'Oman, le Rub al-Khali, de faible formation linéaire, à peine visible, mais indubitablement structurée. Elle ressemblait à d'anciennes routes commerciales, rayonnant vers l'extérieur à partir d'un point unique, un emplacement longtemps cru être la cité légendaire d'Ubar. En quelques mois, une équipe d'archéologues dirigée par Nicholas Clapp arriva sur place. Ce qu'ils ont découvert a brouillé la ligne entre le mythe et l'histoire. Les tribus bédouines locales parlaient depuis longtemps d'un endroit appelé Hiram, la cité aux piliers, une civilisation puissante mentionnée dans le Coran, dite avoir été détruite, enterrée, oubliée. Sous le sable, l'équipe a découvert des murs effondrés, d'anciens systèmes de puits et d'imposants piliers de calcaire, chacun s'élevant à plus de 9 mètres. À leur côté se trouvaient des fragments de poterie, des brûleurs d'encens et des inscriptions antérieures à l'Arabie islamique. Ce n'était pas une légende, c'était une ville. Les preuves archéologiques suggèrent qu'Ubar a existé entre 2800 AVJ-C et 300 après J-C. À son apogée, c'était une plaque tournante majeure sur la route de l'encens, contrôlant le commerce de l'oliban, une substance autrefois plus précieuse que l'or. Sa richesse a permis des constructions à une échelle rarement vue dans la région. Mais quelque chose a mal tourné, de manière catastrophique. La ville entière semble s'être effondrée dans un immense gouffre sous ses fondations, probablement causé par la surexploitation des sources d'eau souterraines. Mais la structure de l'effondrement soulève des questions. La cavité sous la ville n'était pas aléatoire, elle était symétrique, segmentée, presque architecturale dans sa forme, comme une chambre cachée, ou quelque chose d'ingénierie. La découverte a d'abord été célébrée. Les médias l'ont appelée l'Atlantide des sables. Mais l'attention n'a pas duré. Le site a été rapidement restreint. L'accès a été refusé aux chercheurs étrangers. Les données satellites sont devenues plus difficiles à obtenir. Les conclusions de la NASA ont été reclassées. Les rapports ont été édités. Rédigés. Nicholas Clapp lui-même a déclaré plus tard que ses tentatives pour poursuivre les recherches ont été bloquées à plusieurs reprises, souvent sans explication. Les artefacts ont été rendus. Les expositions ont été annulées. Le site a été clôturé et étiqueté « zone dangereuse ». L'histoire s'est estompée. Mais les preuves demeurent. Un royaume perdu, avec une infrastructure avancée, une architecture monumentale, et une histoire qui aurait dû être impossible à ignorer. Et pourtant, elle a presque été effacée. Si Ubar a vraiment existé tel que décrit, alors cela prouve quelque chose de troublant. Une civilisation puissante peut s'élever, dominer le commerce, façonner une région entière, et puis disparaître complètement. Pas seulement de la surface de la Terre, mais de la conscience de ceux qui sont venus après, enterrés. Pas seulement par le sable, mais par le silence. Top 5. La cité submergée de Dwarka. Si certaines villes ont été avalées par la terre, d'autres ont été prises par la mer. En 2001, l'Institut national de technologie océanique de l'Inde effectuait une cartographie sonar dans le golfe de Khambat, au large de la côte ouest de l'Inde. Ce qu'ils ont détecté sous 36 mètres d'eau était impossible à ignorer. Des structures en pierre symétrique, des motifs de rues en grille, des fondations géométriques, la disposition indubitable d'une ville. Des plongeurs ont été envoyés. Ils ont récupéré des blocs de pierre taillés, du bois fossilisé et des fragments de poterie. Ce qu'ils ont trouvé pointait vers quelque chose d'extraordinaire. Une ville qui semblait correspondre aux descriptions anciennes de Dwarka, la capitale légendaire du seigneur Krishna. Pendant des siècles, Dwarka avait été considérée comme un mythe, une ville symbolique décrite dans le Mahabharata, dit avoir été construite d'or et de cristal,
et détruite par la mer après la mort de Krishna. Mais les données sonars racontaient une autre histoire. Ce n'était pas de la mythologie, c'était de la structure. L'analyse de datation des matériaux récupérés a produit des résultats choquants. Entre 7100 et 9000 ans d'âge. Bien plus ancienne que la civilisation arapéenne. La culture urbaine la plus ancienne connue en Inde. Si cela était exact, cela ferait de Dwarka l'une des plus anciennes villes connues sur Terre. Le site révèle des signes clairs d'une planification urbaine avancée. Des routes droites, des virages à angle droit, de longs murs défensifs, et ce qui semble être un grand réservoir à degrés. Certains artefacts montrent des marques ressemblant à des formes primitives d'écriture, prédatant peut-être le système d'écriture de la vallée de l'Indus. Des restes humains et animaux ont également été découverts près de ce qui semble être des structures résidentielles. Et pourtant, tout gît enterré sous des couches de sédiments, préservé, caché. Malgré l'ampleur de la découverte, la réponse officielle a été minimale. La couverture médiatique a été brève. Aucune excavation à grande échelle n'a suivi. L'implication de chercheurs étrangers a été découragée. Le site a été qualifié seulement de géologiquement intéressant. Pas d'importance historique. Les chercheurs indépendants qui ont tenté de relier les découvertes aux textes anciens ont trouvé des similitudes frappantes. Mais leur travail a été poussé à la marge. Les photographies et vidéos des plongées originales n'ont jamais été entièrement publiées. Certains chercheurs ont affirmé plus tard avoir subi des pressions pour garder le silence sur les implications. Parce que si Dwarka est réel, alors la chronologie de la civilisation humaine est erronée. Pas légèrement, mais fondamentalement. Une ville de cette ampleur, construite des milliers d'années avant les civilisations connues, ne devrait pas exister. Et pourtant, elle existe. Ce qui soulève une question plus profonde. Combien d'autres villes gisent sous l'océan, pas seulement perdues par le temps, mais laissées inexplorées à cause de ce qu'elles pourraient révéler. Top 6. Les bâtisseurs de Göbekli. Tépétie des villes entières existaient des milliers d'années avant l'histoire enregistrée. Alors Göbekli Tepe ne devrait pas exister du tout. En 1994, un berger kurde dans le sud-est de la Turquie a remarqué une pierre étrange dépassant du sol. Ce que les archéologues ont découvert en dessous remettrait en question tout ce que nous pensions savoir sur les origines de la civilisation. Enfoui sous des milliers de tonnes de sédiments, se trouvait un complexe mégalithique massif. Göbekli Tepe, un site composé de plus de 200 piliers de pierre, certains de plus de 5,5 mètres de haut, pesant jusqu'à 20 tonnes, disposés en formation parfaitement circulaire. Chaque pilier taillé avec une précision étonnante. Des animaux, des symboles, des formes abstraites. Pas des marquages grossiers, mais des gravures détaillées et intentionnelles qui rivalisent avec des civilisations bien plus tardives. Et c'est là que le problème commence. La datation au radiocarbone place le site vers 9600 AVBA-J que c'est près de 7000 ans plus vieux que les pyramides d'Égypte, plus ancien que l'invention de l'agriculture. Selon l'histoire officielle, les humains de l'époque étaient des chasseurs-cueilleurs nomades. Ils n'avaient pas de colonie permanente, aucun outil complexe, aucune organisation à grande échelle. Ils n'auraient pas dû être capables de construire quelque chose comme ça. Et pourtant, Göbekli Tepe existe. Il n'y a aucun signe de vie quotidienne sur le site. Pas de maison, pas de zone de cuisine, aucun outil, aucun reste humain. Seulement les structures, massives, précises, déterminées. Certains chercheurs pensent que c'était un centre religieux, peut-être le plus ancien complexe de temples jamais construit. D'autres suggèrent qu'il fonctionnait comme un observatoire céleste. Certains piliers s'alignent avec des constellations qui seraient apparues dans le ciel il y a plus de 12 000 ans. Mais le détail le plus troublant n'est pas son âge, c'est ce qui s'est passé ensuite. Le site entier
a été délibérément enterré. Couche par couche, rempli de débris, scellé comme si quelqu'un voulait le cacher à jamais. Ce n'était pas de l'érosion, pas un effondrement naturel, c'était intentionnel. Quiconque a construit Göbekli Tepe a choisi de l'effacer. L'excavation a été limitée. Moins de 10% du site a été découvert. De vastes zones restent intactes. L'accès aux sections plus profondes est restreint. Les scans satellites suggèrent qu'il pourrait y avoir plus de structures enterrées à proximité, faisant peut-être partie d'un réseau beaucoup plus vaste. Mais l'exploration a été lente, contrôlée, prudente, presque réticente. Parce que Göbekli Tepe ne fait pas qu'ajouter un nouveau chapitre à l'histoire. Il brise toute la chronologie. Il suggère que des connaissances avancées, architecture, symbolisme, organisation, existaient bien avant ce que nous pensions possible. Et si c'est vrai, alors quelque chose a été perdu, quelque chose d'enterré. Pas par le temps, mais par intention. Top 7. Les mégalithes de Baalbek. Si Göbekli Tepe prouve que les civilisations anciennes construisaient bien plus tôt que nous ne le croyions, alors Baalbek soulève une question encore plus difficile. Comment ont-ils pu construire quelque chose que nous ne pouvons toujours pas reproduire aujourd'hui? Dans la plaine de la Bekaa, au Liban actuel, se dresse le complexe de temples de Baalbek. À première vue, il semble romain. Des colonnes, des cours, une architecture classique. Mais sous ces structures gît quelque chose de bien plus ancien, quelque chose de bien plus difficile à expliquer. Des blocs de pierre massifs forment la base de la plateforme. Certains pèsent plus de 1200 tonnes. L'un d'eux en particulier, la pierre de la femme enceinte, mesure plus de 21 mètres de long et pèse environ 1650 tonnes. Pour mettre cela en perspective, c'est plus lourd que plusieurs avions de ligne à pleine charge, taillés, déplacés, positionnés avec précision. Et pourtant, aucune civilisation ancienne n'est connue pour avoir possédé la technologie nécessaire. L'explication officielle est que les Romains ont construit la structure au 1er siècle de notre ère. Mais les registres romains ne contiennent aucune description du transport ou du placement de pierres de cette envergure. Aucune note d'ingénierie, aucun compte rendu logistique, rien. C'est comme si les pierres étaient déjà là. L'analyse géologique confirme que les pierres ont été extraites à proximité. Mais les déplacer sur un terrain accidenté sans machinerie moderne présente un problème qui n'a jamais été résolu. Certaines théories suggèrent des rouleaux ou des traîneaux, mais les calculs montrent que la seule friction aurait rendu cela impossible. D'autres idées proposent des technologies inconnues, des méthodes acoustiques ou vibratoires. Celles-ci sont rejetées. Mais aucune meilleure explication n'existe. Plus déroutante encore est la discordance dans la construction. Les énormes pierres de base ne ressemblent pas à l'architecture romaine. Elles sont ajustées avec une précision extrême. Certaines montrent des motifs d'érosion plus anciens que les structures construites au-dessus. Cela suggère deux phases distinctes de construction. Une civilisation plus ancienne et inconnue a construit la fondation. Et plus tard, les Romains ont construit par-dessus. En d'autres termes, les Romains n'ont peut-être pas construit Baalbek. Ils en ont peut-être hérité. Les tentatives d'exploration sous la plateforme ont rencontré une résistance. Les permis d'excavation ont été révoqués. Les équipes de recherche ont été stoppées. Les sections les plus profondes restent scellées. Les explications officielles invoquent l'instabilité. Mais aucune donnée géologique indépendante n'a été publiée. En 2014, un bloc de pierre encore plus grand a été découvert à proximité, plus massif que tous ceux trouvés précédemment, toujours partiellement enterré, et toujours pas pleinement étudié. Ce qui soulève une question plus profonde. Pas seulement comment cela a été construit, mais pourquoi personne n'est autorisé à enquêter pleinement. Une structure de cette envergure aurait nécessité des ressources immenses, des milliers de travailleurs,
des années d'efforts. Et pourtant, il n'y a aucun registre historique de ces bâtisseurs, aucun nom, aucun texte, aucun mythe, rien. Si la fondation de Baalbek n'était pas romaine, alors qui l'a construite? Et quel genre de connaissances possédait-il, que nous ne comprenons toujours pas aujourd'hui? Top 8. Les cités souterraines de Derinkouyou. Si certaines civilisations ont construit des structures qui défient notre compréhension au-dessus du sol, d'autres ont choisi de bâtir là où personne ne les verrait jamais. Sous les plaines de Cappadoce, dans le centre de la Turquie, se trouve l'un des systèmes souterrains les plus complexes jamais découverts. Derinkouyou. Découvert accidentellement en 1963, lorsqu'un propriétaire a abattu un mur de son sous-sol et a trouvé un passage caché menant profondément sous terre. Ce qui l'a suivi n'était pas un tunnel, mais une ville. S'étendant à plus de 60 mètres sous la surface, Derinkouyou descend sur au moins 18 niveaux souterrains, capable d'abriter plus de 20 000 personnes, avec des quartiers d'habitation, des salles de stockage, des pressoirs à vin, des puits de ventilation et même des zones pour le bétail. Ce n'était pas un abri temporaire. C'était une civilisation souterraine pleinement fonctionnelle. L'ingénierie est précise. Des puits d'aération s'étendent verticalement à travers plusieurs niveaux, assurant un flux d'oxygène continu. Des portes de pierre, circulaires et pesant des centaines de kilos, pouvaient être roulées pour sceller des sections entières. Certains couloirs se rétrécissent délibérément, forçant quiconque entre à se déplacer en file indienne. Conçus pour la défense, conçus pour la survie. Mais contre quoi? Les explications traditionnelles suggèrent que ces villes étaient utilisées pour se cacher d'armées envahissantes. Mais cela soulève un problème. L'échelle. Derinkouyou n'est pas seul. Il existe au moins 36 cités souterraines connues dans la région. Beaucoup sont reliées par des tunnels s'étendant sur des kilomètres. Certaines sont encore inexplorées. Pour construire ne serait-ce qu'une seule ville, il faudrait une coordination, une planification et un temps massif. Pourtant, il n'existe aucune trace claire de qui les a construites, aucune inscription, aucune date d'origine, aucune culture fondatrice. On pense que certaines sections remontent aux Hittites, vers 1200 v.C. Fomenfita. Gigi Chetsi. D'autres pourraient être plus anciennes, bien plus anciennes. Ce qui rend Derinkouyou plus troublant n'est pas seulement sa taille, mais son intention. Ce n'était pas un endroit où les gens s'échappaient pour une courte durée. Il a été conçu pour une habitation à long terme, des communautés entières, vivant, dormant, survivant, sous terre, scellés de la surface, comme si ce qu'ils craignaient venait pas de la terre, mais d'en haut. L'exploration a été limitée. Seule une fraction de la ville est ouverte au public. Les niveaux les plus profonds restent fermés, invoquant des raisons de sécurité. Mais les plans structurels complets n'ont jamais été publiés. Certains chercheurs affirment qu'il existe des chambres non découvertes, plus grandes que tout ce qui est actuellement connu, reliant peut-être de multiples réseaux souterrains. Si c'est vrai, alors Derinkouyou n'est pas seulement une ville. Elle fait partie de quelque chose de bien plus vaste, un système. Un réseau construit dans un seul but, disparaître. Pas de l'histoire, mais de la surface du monde lui-même. Top 9. La disparition des Olmecs. Si certaines civilisations ont choisi de se cacher sous terre, d'autres se sont simplement évanouies, sans laisser de traces de ce qui leur est arrivé. Bien avant l'ascension des Mayas et des Aztèques, il existait une autre civilisation, les Olmecs, souvent désignés comme la culture mère de la Mésoamérique. Ils ont prospéré entre 1200 et 400 JC, le long de la côte du golfe du Mexique actuel. Ils ont construit des centres cérémoniels massifs, développé les premières formes d'écriture, créé l'un des premiers calendriers complexes de la région, et laissé derrière eux quelque chose qui ne peut toujours pas être expliqué.
les têtes colossales. 17 énormes sculptures en pierre, taillées dans le basalte, certaines mesurant plus de 3 mètres de haut, pesant jusqu'à 40 tonnes, chacune dépeignant un visage humain distinct, avec des traits uniques, des expressions uniques, des identités uniques. Elles ne sont pas symboliques, ce sont des portraits. Mais le mystère ne réside pas seulement dans leur taille, c'est dans la façon dont elles ont été fabriquées. La pierre utilisée pour tailler ces têtes provient de carrières situées à plus de 100 kilomètres, à travers des rivières, à travers une jungle dense, sans aucun outil connu capable de transporter un tel poids. Pas de roues, pas d'animaux de trait, aucune instruction écrite. Et pourtant, ils l'ont fait. Les Olmecs étaient manifestement avancés, organisés, capables d'ingénierie à grande échelle. Mais ensuite, vers 400 avant, ils ont disparu. Pas graduellement, pas par conquête, pas par effondrement. Ils se sont simplement arrêtés. Leurs principales villes, San Lorenzo et Laventa, ont été abandonnées. Les monuments ont été enterrés, délibérément. Certains ont même été défigurés, des visages gravés dans la pierre, détruits, comme si quelqu'un voulait les effacer. Il n'y a aucune preuve claire de guerre, aucun charnier, aucun signe de maladie, aucune catastrophe environnementale assez grande pour expliquer une disparition complète. Et, chose peut-être plus troublante encore, aucune continuation claire. Les civilisations ultérieures ont hérité d'éléments de la culture olmèque, l'art, la religion, le symbolisme. Mais le peuple lui-même a disparu. La recherche archéologique a rencontré des limites. L'excavation dans des zones clés a été restreinte. De nombreux artefacts restent dans des entrepôts, non étudiés ou classifiés. Certains chercheurs suggèrent un effondrement interne. D'autres proposent une migration, mais aucune de ces hypothèses n'explique la soudaineté ou la destruction intentionnelle de leur propre héritage. Si les Olmecs étaient le fondement de la civilisation mésoaméricaine, alors pourquoi se sont-ils effacés eux-mêmes? Pourquoi enterrer leurs propres monuments? Pourquoi abandonner tout ce qu'ils ont construit? Et pourquoi n'y a-t-il aucune trace de l'endroit où ils sont allés? C'est plus qu'une civilisation perdue. C'est une disparition, complète, silencieuse et inexpliquée. Top 10. Le mystère des cités Anunnaki. Si des civilisations entières pouvaient disparaître sans explication, d'autres n'ont peut-être jamais vraiment appartenu à notre monde dès le départ. À la fin du 19e et au début du 20e siècle, des archéologues travaillant en Mésopotamie ont découvert des milliers de tablettes d'argile enterrées sous des cités anciennes comme Ur, Uruk et Eridu. Ces tablettes étaient écrites en cunéiforme, l'un des plus anciens systèmes d'écriture connus de l'histoire humaine. Une fois traduites, elles ont révélé quelque chose d'inattendu, des récits parlant d'êtres appelés les Anunnaki, décrits comme ceux qui sont venus du ciel. Selon ces textes, les Anunnaki n'étaient pas des figures symboliques. C'étaient des dirigeants, des bâtisseurs, des enseignants, crédités de l'établissement des premières cités de la civilisation humaine. Ils ont apporté le savoir, l'agriculture, la loi, l'astronomie. Ils ont organisé les sociétés, défini la royauté et posé les fondements de tout ce qui a suivi. Certaines tablettes décrivent une compréhension avancée des corps célestes, une connaissance précise des mouvements planétaires, même des références à des planètes lointaines, non visibles à l'œil nu. D'autres registres, tels que la liste royale sumérienne, présentent des chronologies qui ne correspondent pas aux durées de vie humaines. Des rois régnant pendant des dizaines de milliers d'années. Des règnes qui s'étirent au-delà des possibilités biologiques. L'interprétation dominante les considère comme symboliques ou mythologiques. Mais la cohérence entre de multiples tablettes suggère une source commune, un récit structuré.
pas une légende aléatoire. Les cités associées à ces récits, Ur, Uruk, Eridu, sont réelles. Elles ont été excavées, étudiées, documentées, mais de vastes portions restent inexplorées, particulièrement dans l'Irak actuel, où l'instabilité politique a limité l'accès à des sites archéologiques clés. En 2003, lors de l'invasion de l'Irak, le musée national de Bagdad a été pillé. Des milliers d'artefacts ont été volés, y compris des tablettes cunéiformes. Certaines ont été récupérées plus tard. Beaucoup ne l'ont pas été. Les registres de leur contenu restent incomplets. Des érudits qui avaient accès à certaines traductions avant le pillage ont noté des divergences, des passages manquants, des interprétations modifiées, des sections qui n'apparaissent plus dans les publications ultérieures. Les excavations dans les régions clés ont ralenti ou se sont arrêtées complètement. Les permis sont difficiles à obtenir. Les données sont restreintes. Et certains sites restent inaccessibles. Officiellement, les Anunnaki sont considérés comme faisant partie de la mythologie ancienne. Mais les cités qui leur sont liées ne le sont pas. Elles sont physiques. Elles sont mesurables. Elles existent. Ce qui laisse une dernière question. Si les premières civilisations attribuent leurs origines à des êtres venus du ciel, alors d'où vient cette idée? Était-ce de l'imagination, du symbolisme, ou un souvenir de quelque chose qui ne cadre plus avec notre compréhension de l'histoire? Parce que si même une fraction de ces récits est exacte, alors le début de la civilisation n'est peut-être pas ce que nous pensons, et les véritables origines de la société humaine ont peut-être été réécrites. À travers les continents, à travers les époques et à travers des cultures complètement différentes, le même motif apparaît encore et encore. Des civilisations qui auraient dû rester dans les mémoires ne le sont pas. Des cités qui auraient dû être étudiées sont restreintes. Des structures qui devraient avoir des origines claires n'en ont pas. De la Tartarie, un empire effacé des cartes, à des cités cachées sous les océans, à des mondes souterrains bâtis pour la survie, à des cultures qui ont disparu sans laisser de traces. Chaque cas pointe vers quelque chose de plus profond qu'une coïncidence. Un motif de disparition. Pas naturel, pas accidentel, mais systématique. Parce que ce qui rend ces civilisations si difficiles à accepter n'est pas seulement leur existence, mais ce qu'elles impliquent, que l'histoire n'est peut-être pas une ligne droite, que le savoir a pu être perdu ou supprimé, que des chapitres entiers du développement humain ont pu être réécrits ou effacés complètement. Dans chaque cas, la réponse est la même. Accès limité, recherche restreinte, registres incomplets, silence. Pas parce qu'il n'y a rien à trouver, mais parce qu'il y a peut-être trop. Parce que si une seule de ces civilisations est pleinement comprise, cela pourrait changer tout ce que nous croyons du passé, du progrès, de nos origines, et peut-être même de qui nous sommes. La vraie question n'est plus de savoir si ces civilisations ont existé. Les preuves suggèrent qu'elles ont existé. La vraie question est combien d'autres sont encore là-bas, toujours enterrées, toujours cachées, et attendant toujours d'être découvertes.